Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Bonsoir tout le monde, je suis heureux de vous accueillir pour une nouvelle soirée dans la boîte. J'espère que tout le monde va bien et bien mieux que les métiers de contact. Je pense aux esthéticiennes, aux tatoueurs, aux coiffeurs et à tous les gens qui ne peuvent pas travailler. Je pense fort à eux ce soir. Bienvenue aux nouveaux et merci aux autres de rester parmi nous. Nous sommes de plus en plus nombreux. Merci beaucoup Marie et Samuel pour ce que vous avez fait ces derniers jours. Mais la boîte est vaste, elle peut accueillir beaucoup de monde. Vous pouvez continuer d'inviter vos connaissances pour que plus personne ne soit triste ou seul le jeudi soir. J'espère que la musique vous a plu. Un mot sur le fonctionnement pour ne laisser personne au bord du chemin, pardon, parce que je sais qu'il y a de nouvelles personnes parmi nous ce soir. Si vous êtes sur Discord avec nous, félicitations d'être arrivé jusqu'ici. Nathalie, c'est pour toi. Nous pouvons voir vos commentaires en temps réel via la chatroom. Nous tenterons de répondre à vos questions au maximum, c'est la top priorité. Si vous n'avez pas de questions, pas de réaction ou pas de clavier, ça arrive, vous pouvez simplement écouter la discussion paisiblement. Par ailleurs, et si les dieux de l'informatique sont toujours avec moi, mais cette rencontre est diffusée en direct sur la chaîne YouTube de la boîte. Bonsoir à tout le monde sur YouTube, j'espère que vous êtes confortablement installés. Ce soir, comment une fiction peut-elle nous faire ouvrir les yeux sur le harcèlement à l'école? Dans son nouveau thriller Tout ira mal, Samuel Palladino aborde cette violence et ses conséquences. Sa formation d'hypnothérapeute était-elle un atout pour traiter ce sujet particulier et un peu délicat? Et puis plus globalement pour inventer des histoires. Tout ira bien dans la boîte ce jeudi 10 décembre avec un homme passionnant qui est partagé actuellement entre la littérature et la télévision, mais je pense que ça, nous en parlerons aussi. Alors, avant de parler de tout ça, on ne va pas changer une bonne vieille habitude. Je vous propose de faire connaissance avec Samuel Palladino grâce aux 6 faces de la boîte et au portrait chinois littéraire que le monde entier nous envie. Bon amusement à tout le monde. Bonsoir Samuel et merci d'être avec moi et d'avoir accepté mon invitation. Bonsoir Fred, bonsoir à toutes et tous. Alors, commençons tout de suite. Si tu étais un livre de chevet, lequel choisirais-tu? Alors, un livre de chevet. Je dirais Au sud de nulle part de Charles Bukowski. Je ne sais pas si tu connais cet auteur. En fait, Charles Bukowski représente pour moi la liberté totale et absolue, tant au niveau de l'écriture qu'au niveau de la vie en général. Et j'aime le nom Au sud de nulle part. Je trouve ça génial comme titre. Ça nous renvoie, enfin, ça me renvoie en tout cas à ma condition d'être humain. Je me pose parfois des questions sur le sens de la vie et je trouve que cette phrase, d'une certaine manière, ce titre, d'une certaine manière, il répond au-dessus de nulle part. On est là avec des petits égaux pour l'instant une petite vie. Finalement, tout est très important pour nous, tout a de l'importance, a un sens. Et finalement, quand on prend un peu de recul, on regarde ça de manière un peu en retrait, on s'aperçoit qu'on est l'équivalent de temps d'un battement de paupières sur la Terre. Et ça permet de relativiser quand même fortement les choses. Donc, au-dessus de nulle part, voilà, ça, je trouve que ça me correspond bien. Et Bukowski, vraiment, pour cette liberté voilà, littéraire, cette liberté de vie. Donc, je vous conseille de lire. Ce sont souvent des nouvelles. En fait, le bonhomme, il écrivait avant tout des nouvelles pour avoir de l'argent et payer son alcool, payer sa gnôle. Enfin, entre autres, c'était aussi un passionné. Et donc, voilà, top, 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 top. Si tu, Charles Bukowski, au-dessus de nulle part, rien à faire. si tu étais un format, donc un format de livre entre le poche, le grand format, e-book, audio, autre chose, lequel choisirais-tu? Alors, écoute, alors, je pense que je serais grand format au vu de ma taille. Je pense que sinon, ce serait compliqué. Euh, maintenant, il faut avouer que le format audio commence à me plaire, en fait, tout doucement, parce que je trouve que c'est un moyen super pour lire un livre, mais d'une autre manière, c'est-à-dire quand on est en voiture, quand on ne peut pas lire, justement, c'est assez chouette. En fait, j'aime la technologie. Au départ, je suis toujours un peu réticent, je suis un peu, ouais, je suis un peu râleur et tout. Et puis après, finalement, je m'adapte. Là, mon épouse m'a acheté une Kobo et c'est devenu ma meilleure amie parce que comme je suis insomniaque, je peux lire la nuit euh, près d'elle. Elle ne me chasse pas de la chambre.
c'est génial. Donc je suis pour, je suis pour la technologie. Allez, on va dire à 4, à 3, enfin le format classique, le grand format. Le grand format, puisque tu es très grand. Une Voilà, question que tu voilà. détestes qu'on te pose. Mais justement, c'est la question que tu viens de me poser là. Parfait, Quand on me je la demande retire. cette question, je déteste. Voilà. Si tu étais une maison d'édition, Oh là là, ça c'est une bonne question. je te Alors, remercie, j'en ai encore plein d'autres après. oh là là, ça c'est compliqué. En fait, j'ai toujours eu un petit fait pour Alma Michel. Pourquoi? Simplement parce que Stephen King, voilà, est publié chez eux, enfin, il est traduit chez eux. Donc Alma Michel a toujours représenté pour moi la maison d'édition. Pourquoi? Parce qu'elle a permis, entre autres, voilà, de traduire Stephen King et grâce à ça, il a pu atterrir chez moi. Donc, entre le King et moi, c'est une grande histoire d'amour. En fait, avec le King, c'est marrant, mais quand je reprends un bouquin, je peux lui être infidèle. Je suis souvent infidèle au King. Mais chaque fois que je le retrouve, c'est comme si je retrouvais un pote au café, au comptoir. Genre, il arrive et me dit, oh, au fait, tu sais pas ce qui m'est arrivé. Il me raconte une histoire, quoi. C'est vraiment chaque fois une rencontre entre potes. Donc voilà. Donc rien que pour ça, Alba Michel. Si tu étais un rayon dans une librairie, Rayon. mhm. Alors, euh, ça, c'est du oh là là, Pour les gens qui tu ne m'en te poses des connaîtraient questions. pas, malheureusement, pas encore en tout Oui, cas, non, je vais devoir, je dois tu je dois choisirais, rester quand même digne. tu choisirais, tu choisirais quoi comme rayon? Eh bien, écoute, pour me définir, oh là là, ah, c'est compliqué, hein. On pourrait dire le rayon cuisine, parce que je suis assez gourmand et que j'aime goûter aux bonnes choses. Donc, le rayon cuisine. Si tu étais un marque-page original, Un marquage original. Alors, ce serait peut-être un couteau de cuisine, mais bien rouillé avec du sang séché dessus. et donc pour les quelques personnes qui ne te connaissent pas, tu écris principalement du thriller, puisque tu aimes mettre des couteaux rouillés dans les livres, c'est important. Si tu étais un endroit où lire, Ah là là, un endroit où vivre. Eh bien, un endroit calme. Peu importe l'endroit, mais pourvu qu'il soit un minimum calme. En fait, j'ai besoin de calme pour lui. Sinon, je suis vite distrait, en fait. Je suis très vite attiré par la vie. Voilà, une conversation, des gosses qui jouent, une voiture qui passe, que sais-je. Donc, un endroit calme. un personnage qui existe ou qui n'existe pas, de livre, de film, tout ce que tu veux. Le- un personnage. Mhm. Alors, oh là là, le Joker, dans sa dernière version cinématographique, il est terrible. Un temps de conjugaison. Un temps de conjugaison. Alors là, écoute, je vais te surprendre parce que depuis peu, j'ai écrit au présent. J'ai fait un test là, j'ai lu un bouquin qui s'appelle Mon ami imaginaire. Et le type, donc c'est traduit de l'anglais, le type écrit au présent et c'est d'une efficacité redoutable. Et donc, on va dire le présent, et puis l'instant présent. On est toujours à se projeter dans le futur, à ressasser le passé. Et en tout cas, mon combat quotidien, enfin, mon objectif quotidien est de vivre un maximum l'instant présent. Donc le présent. Si tu étais une musique ou une bande son, tu choisirais quel style? Moi je suis éclectique, comme tu l'as Je, vu, mais toi, dans tout ça, tu choisirais quoi? je pense que je choisirais du rock. Alors, ça pourrait être du rock psychédélique, les Doors, genre le Doors, ou peut-être du rock peut-être un peu plus moderne comme Linkin Park, Limp Bizkit, ce qu'ils connaissent. Je connais très bien. Un signe de ponctuation. Après, j'arrête de t'embêter, il reste deux petites questions, et puis on passe à la suite. Le point d'exclamation, non, je rigole, plutôt le point d'interrogation, parce qu'il me pose beaucoup de questions. Donc, on va dire le point d'interrogation. Mais écoute, ce soir, je pense que c'est moi qui vais t'en poser beaucoup, et surtout, bah, les personnes qui sont avec nous sur Discord, bah, n'hésitez pas à poser vos questions dans la chatroom. Je me ferai un plaisir de les relayer, et puis Samuel les voit accessoirement, donc n'hésitez surtout pas. La dernière de notre petit portrait chinois littéraire, si tu étais un verbe, parmi tous les Un verbes, verbe, oui, je pense être, je suis, être, ouais, c'est bien ça. c'est un C'est ça. arbre aussi, c'est très grand comme toi, et je vous propose de passer Ouais. à la question qui déboîte. Alors, tout ira mal, ne parle pas du Covid, on va oublier ça aujourd'hui soir. Bon, Mais ouf. bien du harcèlement à l'école et de vengeance. Alors après tes livres Chantage et La Porte,
dont on parlera à mon avis un petit peu, mais voici un troisième roman qui est très attendu, sorti fin novembre chez Rebelle Édition. Pour fêter ça, eh bien, je vous propose une question qui déboîte de société ce soir. Comment une fiction peut-elle nous faire ouvrir les yeux sur le harcèlement à l'école? C'est un peu l'objet ou en tout cas le point de départ de ce livre Tout ira mal. Alors, Samuel, première question qui va te renverser par son incroyable originalité, crois-moi, j'espère que tu es assis. Peux-tu nous pitcher ce nouveau roman pour nous expliquer un peu de quoi il parle, sans spoiler, bien Ah, entendu. oui, non, donc c'est un roman qui a pas du tout de, il y a aucune dose aucune dose de fantastique dedans. Dans les deux premiers, je m'amuse à jouer avec justement l'aspect fantastique et surtout cette frontière entre le réel et le fantastique qui s'amenuise à un point tel que les lectrices et lecteurs ne savent plus trop finalement si les personnages délirent ou si il y a autre chose en action. Dans celui-ci, j'ai pas voulu mettre de fantastique parce que c'est un sujet qui pour moi est un sujet quand même relativement sérieux. C'est un sujet qui, le fantastique généralement permet de faire passer les choses, d'adoucir. On se dit, OK, ouais, c'est pas réel, quoi. Non. Et ici, le sujet est tellement grave que je l'ai ancré dans la réalité. Donc, vous trouverez pas de sorcières au nez pointu et de petits lutins diaboliques. Ce genre de personnages fantastiques se sont déguisés en enfants, en enseignants et en parents, tout ce qu'il y a de plus normal. Et c'est simplement l'histoire de Tim, un gamin qui est atterri dans sa classe, qui est pas une victime du tout, qui a des copains, etc. Et puis pour un fait précis, va devenir, entre guillemets, la cible d'un des élèves de la classe, une grande gueule, un gamin voilà, qui va le prendre vraiment comme souffre-douleur. Et finalement, progressivement, les autres élèves vont se liguer à cette forte tête, soit parce que ça les amuse, parce qu'elles y prennent du plaisir, soit parce qu'elles ont peur, soit parce qu'elles restent passives. Et donc, on va suivre tout au long du bouquin à la fois la descente aux enfers de Tim et puis, quelques mois plus tard, la vengeance de son père, David, qui, après avoir frappé à différentes portes et avoir essuyé des refus, en tout cas trouvé au minimum des portes fermées, va décider de se venger. Donc c'est simplement, c'est une accumulation en fait, de flashbacks et de moments présents dans lesquels on suit cet enfant qui va progressivement s'enfoncer dans la réalité du harcèlement scolaire et ce père qui finalement va se venger puisque il n'y a pas d'autre moyen de rendre justice. Alors, pour être concret, dans le livre, le harcèlement, c'est quoi au quotidien? C'est un fait très très précis ou une accumulation de choses? Il se passe quoi concrètement? Alors, il faut savoir que le harcèlement, la définition, elle est très simple. C'est une personne se moque d'une autre personne et un public rigole de la blague. Voilà, c'est suffisant pour amener du harcèlement. Et donc, il faut savoir que j'ai bossé pendant des années dans l'aide à la jeunesse. J'ai travaillé dans des centres de premier accueil, j'ai mené des missions pour des juges, des autorités de placement ou des services comme le SAJ pour vérifier si les enfants pouvaient retourner en famille, pas en famille, etc. Et donc, j'ai côtoyé pendant de nombreuses années la jeunesse écorchée, la jeunesse qui, euh, qui a mal, la jeunesse qu'on oublie parfois, cette jeunesse qui est vraiment une jeunesse compliquée. Par la suite, j'ai dirigé pendant de nombreuses années, je dirige encore partiellement un jour et demi par semaine en service d'accrochage scolaire, où là, je me retrouve avec des enfants qui ont encore moins de difficultés de vie, mais qui rencontrent des difficultés d'ordre scolaire. Bon, maintenant, voilà, faut pas se voiler la face. La partie émergée de l'iceberg, c'est le problème scolaire, mais la partie immergée, qui est souvent beaucoup plus conséquente, touche à la sphère familiale, à la sphère sociale, à la sphère extrascolaire. Et là, j'ai aussi rencontré énormément de personnes victimes de harcèlement scolaire ou harceleurs ou ayant été témoins de ce genre de fait. J'ai aussi, comme tu l'as dit, tenu un cabinet thérapeutique en hypnose. Là aussi, j'ai eu l'occasion de travailler avec des personnes qui rencontraient des difficultés de cet ordre. Et donc, tout ce travail m'a amené à réfléchir sur le harcèlement. Il faut savoir que le harcèlement, un fait isolé ne va pas être qualifié de harcèlement. Généralement, c'est un fait qui va se répéter dans le temps. Et ici, Tim, en fait, le harcèlement, il va se répéter dans le temps et il va être graduel. Donc, il va augmenter, il va gagner en intensité. C'est souvent le cas. On commence par une boutade, puis ça finit par des coups, et puis pour finir, la personne, on ne la voit même plus, on la tape sans même la regarder, elle n'a même plus aucune existence dans le regard des autres. Et donc, ce harcèlement ici est vraiment fait partie de cette réalité que j'ai pu côtoyer.
j'ai pu vivre au quotidien avec des personnes qui ont vécu ça. J'ai aussi eu l'occasion de rencontrer des personnes victimes de harcèlement. Moi, j'ai vu aussi des reportages, je me suis beaucoup documenté. Il faut savoir, par exemple, que le harcèlement, on en parle maintenant, on dit oui, c'est un phénomène de société, mais c'est un phénomène de société qui n'est pas récent. Une personne de 60 ans m'a avoué avoir été harcelée alors qu'elle était gamine, donc à l'école primaire, et ensuite me dit qu'elle n'a pas pu avoir de relations intimes, elle n'a pas pu se marier, elle vit toujours chez ses parents, elle a été harcelée par la suite au travail, et elle met ça sur le compte du harcèlement scolaire dont elle a été victime à l'école. Alors maintenant, j'en entends dire, mais oui, la résilience, elle aurait dû faire un travail sur elle-même, etc. Je suis pas là pour juger, je suis là pour parler de faits. Factuellement parlant, cette personne exprime son ressenti comme ça, exprime que sa vie était vraiment mise à mal par rapport à ce harcèlement répété. Et ce qui est assez intéressant, ce qui est assez perturbant, c'est que cette personne, finalement, a continué d'être harcelée ailleurs, dans son boulot, par la suite. Donc, ça veut dire que, d'un point de vue systémique, vous voyez, d'un point de vue relation entre les éléments d'un système, quoi, donc il y a des employés dans un bureau, comment est-ce possible que cette personne se fasse encore harceler? Donc, qu'est-ce qu'elle mettait peut-être elle en place, qu'est-ce qu'elle ne mettait pas en place, et ce qui provoquait le harcèlement? Et donc, ça, c'est une question qui m'a vraiment interpellé, parce que finalement, c'est la base de toute difficulté rencontrée. C'est on a tous aussi un rôle, on joue aussi un rôle là-dedans. Et je ne dis pas qu'il faut minimiser la victime pour ça, loin de là. J'essaie juste de comprendre le process et le fonctionnement. Et donc, dans ce bouquin, j'espère, en tout cas, avoir pu être parvenu à détailler et en tout cas relater, décrire au maximum le process de ce fameux team qui va progressivement s'enfoncer voilà, dans une spirale infernale qui va le couper de ses quelques amis, de sa famille, et finalement, il va se retrouver très très seul. Je sais que mon titre n'est pas des plus optimistes à cette période. Bon, voilà, mais en même temps, la réalité littérale est là. Maintenant, il faut savoir qu'à la fin du bouquin, il y a quand même une petite note d'espoir. Pas au niveau du livre, mais par rapport à de nombreuses associations qui sont là pour aider justement les personnes victimes de harcèlement ou leur entourage. Et donc, il y a un listing, d'habitude, je ne fais pas ça, mais ici, j'ai fait un listing de- d'associations en Belgique, en France, au Québec et en Suisse susceptibles d'accorder une aide gratuite, évidemment, aux personnes victimes de harcèlement. Et ça, c'est grâce à Marc Van Arscott, notamment, qui est le président de l'association Les Mots de Tom, avec son épouse. Il a perdu son fils s'est suicidé suite à un harcèlement répété. Et malgré les nombreuses tentatives des parents pour pouvoir voilà, améliorer la situation. Le gamin s'est suicidé et ils ont réussi à trouver la force d'accompagner des personnes victimes de harcèlement. Et voilà, chapeau bas, voilà, chapeau à eux. Et donc, Marc m'a beaucoup aidé pour trouver des associations. C'est-à-dire qu'on a les associations officielles, évidemment, il y en a, elles existent, elles sont importantes, elles sont nécessaires, mais il y a aussi des associations qui, elles, émanent justement voilà, de drames et donc des personnes qui ont vécu ce drame et qui se disent on ne veut pas que ça se reproduise. Et donc notre enfant n'est plus là, leur fils, leur fille est décédé, s'est suicidé ou est lourdement handicapé suite à une tentative de suicide. Et ils vont eux-mêmes donc voilà utiliser leurs compétences pour le mettre au service de la communauté. D'habitude, on en parlait hier, Fred, tu le sais, d'habitude, ma seule prétention, c'est de divertir. Je n'ai aucune autre prétention. Par contre, dans ce bouquin, si ce bouquin peut aider ne fût-ce qu'une personne à trouver de l'aide, ben, ce sera chouette, ce sera gagné. Et je veux pas être moralisateur. Encore une fois, dans le livre, il n'y a pas de morale, il n'y a rien. C'est un constat. J'ai appris à travailler dans mes jobs, lorsque je menais des missions pour les autorités de placement, de manière factuelle, c'est-à-dire par rapport aux faits. Et, euh, et voilà, j'ai juste retranscrit les faits. Et il faut savoir aussi, salut, salut, il faut savoir aussi que, oui, excuse-moi, je dis bonjour en même temps. Et C'est un peu, tu es ici chez un toi. Mais peu plus. par rapport à tout ce que tu dis, alors je mettrai le lien vers la page Facebook Les mots de Tom, donc j'ai préparé ça. Ce sera quand j'ai le temps ou dans le générique comme d'habitude. Et par rapport à tout ce que tu disais, je me posais la question, vu que tu as fait des recherches pour ce livre, est-ce qu'il y a beaucoup de teams? Et est-ce que team existe, puisqu'on parle de la fiction, de la réalité? Est-ce que tu as pris un team qui existe, ou est-ce que tu as compilé des choses que tu as pu entendre un peu partout? Et au final, est-ce qu'on parle de beaucoup de personnes? Est-ce qu'il y a beaucoup de teams dans la vie de tous les jours?
Alors, la première question, y a-t-il beaucoup de teams? La réponse est oui. Il y a des teams, il y en a beaucoup. Et il y a de la violence. C'est comme le racisme ordinaire. Vous voyez, il y a des gens, ils sont racistes, ils ne s'en rendent pas compte. En fait. Ils vont donner des choses et voilà, ils ne se rendent même pas compte. Et donc, de la violence ordinaire dans une cour de récré entre élèves ou en dehors, parce que maintenant, il faut parler des réseaux sociaux aussi, eh bien, ça existe plus. Ouais, c'est assez fréquent. C'est assez fréquent. Ensuite, est-ce que Team existe? En fait, Tim est le réceptacle, le personnage que j'ai créé dans ce bouquin, le réceptacle en fait des violences qui ont été subies par l'ensemble des personnes que j'ai rencontrées. C'est-à-dire que tout ce qui arrive dans ce bouquin, Tim, a été vécu par une personne. Donc, pas la même, mais par une personne. Donc, je voulais pas entrer dans une escalade de violence inutile. Je voulais simplement voilà, me référer à la réalité. Et pour celles et ceux qui liront le bouquin, vous allez voir que la réalité, des fois, elle dépasse la fiction, parce que c'est chaud. Ce que j'ai pu voir, c'est assez chaud. Alors, Et donc, non, je ne connais pas un team. Donc, je réponds Ok, à vas-y. Simple Plan. Non, je ne connais pas un team quand. Oui, je connais des teams. Je connais des teams, mais qui n'ont pas été victimes de harcèlement. Mais je connais plusieurs personnes qui pourraient se faire surnommer de team parce qu'elles ont été victimes. Et il y en a plus qu'on pense. Et donc dans la salle, pour les personnes qui ne connaissent pas, donc je vous ai mis un petit sondage. Le petit pouce en l'air c'est pour le oui, le petit pouce en bas pour le non. Voilà, ça permet de rebondir. En gros, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui potentiellement est ou a été harcelé? Donc connaissez-vous un team? C'est un peu la question. Justement pour voir un petit peu si dans les personnes que vous côtoyez, vous voyez apparaître ça. Alors il y a quelque chose qui, dans mes lectures perso, qui m'intéressait par rapport à ton thème. Victime, bourreau, spectateur, tu as rappelé la définition. On est susceptible d'endosser tous les rôles au cours d'une vie. Et je voulais savoir ce que tu en pensais. Si pour toi on peut passer de l'un à l'autre, ou si une victime est une victime, un bourreau, un spectateur est un spectateur, soit actif, soit passif, est-ce qu'on reste enfermé dans un rôle, ou est-ce qu'on peut comme ça voyager de l'un à l'autre au cours d'une vie? Alors, bon, ça n'engage que moi, hein, ce que je dis, hein, mais pour moi, on peut passer d'un rôle à l'autre. C'est-à-dire on peut être victime et puis devenir bourreau, on peut être bourreau et devenir victime. D'ailleurs, j'en parle dans le bouquin, vous verrez, dans le bouquin, Tim, au début, finalement, a peut-être parfois été spectateur ou en tout cas, voilà. Et donc, cet aspect-là qui est assez intéressant dans, dans cette problématique, finalement, c'est qu'on peut facilement basculer d'un côté à l'autre. Et on peut être victime d'un côté, même bourreau de l'autre. Ça peut arriver aussi. J'ai rencontré des personnes qui me disaient être victimes à l'école, mais devenir bourreau au club de sport, par exemple, parce que finalement, elles allaient se venger sur d'autres de ce qu'elles vivaient à l'école. Donc pour moi, il y a rien de figé, en fait. Il n'y a rien de figé. C'est ça qui est en même temps assez optimiste. Enfin, c'est une petite lueur d'espoir. Ça veut dire que tout peut changer, tout peut bouger à tout moment. Mais je pense qu'il faut vous poser la question. Votre propre vie, réfléchissez, voyez, observez, est-ce que vous avez déjà été victime, bourreau ou spectateur? Je pense euh, comme dit notre ami, la question, elle est vite répondue. Bon, je pense qu'on répond on répond vite à ça, quoi. C'est-à-dire que moi, perso, en tout cas, dans ma vie, j'ai été victime très légèrement. J'ai été souvent spectateur et peut-être même que j'ai pu être bourreau, mais voilà, le bourreau ordinaire, quoi, qui s'en rend pas compte, qui rigole d'un autre pour faire marrer la foule, qui ne se rend pas compte de la violence des mots, du poids de ce que l'on porte à l'autre et des coups, quoi, qui sont donnés. Donc pour moi, les transforme. C'est mon avis. Alors, je me posais la question, mais tu en as déjà un peu parlé, mais est-ce que ta formation t'a aidé dans la rédaction de ce roman? Est-ce que tu as puisé dans ton vécu de professionnel, dans ce que tu as appris en formation? Est-ce que ça t'a aidé? Mais c'est surtout le terrain qui m'a aidé, en fait, plus que la formation. La formation aide, évidemment, mais enfin, comme vous toutes et tous, hein, pour peu qu'on suive une petite formation, dès qu'on arrive sur le terrain et qu'on l'applique, on s'aperçoit qu'il y a un fossé entre ce qu'on a appris et la réalité de terrain. Et c'est d'autant plus vrai dans la relation d'aide à la personne, notamment avec des jeunes. Et en fait, c'est surtout le terrain. Alors évidemment, l'hypnose m'aide, mais bon, l'hypnose, c'est encore un vaste sujet, c'est un sujet merveilleux. Je suis passionné par l'hypnose, en fait, par le pouvoir de l'inconscient. Ça, c'est un autre débat. Et oui, ça m'a aidé. Ça m'a aidé. L'expérience de terrain m'a aidé justement pour coller à la réalité. C'est-à-dire que j'aime pas écrire pour écrire voilà, fanfaronner, pour écrire n'importe quoi. Le jour où je me suis dit, je vais écrire sur ce sujet, je voulais connaître le sujet, maîtriser le sujet.
Et donc, mon expérience m'a aidé. D'ailleurs, pour mon prochain roman, j'écris avec un policier. C'est la première fois qu'on va suivre un policier qui suit un psychopathe qui va devoir se perdre dans les méandres de cette enquête et s'approcher vraiment très près de la folie. Là, mais je suis épaulé par deux policiers liégeois, un de la crime et un du grand banditisme, pour justement coller au plus près de la réalité. Donc, ce bouquin, si, je pense que si je n'avais pas eu cette expérience d'une dizaine d'années, même plus, de la jeunesse, dans l'accompagnement de jeunes et thérapeutique, je pense que je ne me serais pas frotté à un sujet aussi délicat. Parce que l'idée, c'est justement, l'idée, c'est qu'une personne victime de harcèlement puisse lire mon livre et se dire, il a compris, quoi. Vous voyez, pas il se fout de moi, ou une caricature, ou il a rien pigé, et finalement ajouter encore de la tristesse à cette personne. Donc j'espère avoir fait preuve de suffisamment d'équilibre dans mon écriture et surtout dans la manière de faire passer le message pour justement avoir amené cette nuance nécessaire, je pense, pour comprendre ce phénomène de société. Alors, je crois que tu étais sur différents textes quand tu as un peu tout lâché pour écrire Tout ira mal. Pourquoi ce besoin? Ouais. Alors, j'étais sur trois bouquins à l'époque, et c'est marrant parce que je ne parvenais pas à me fixer sur un livre. Donc, en termes de page à page, j'avais écrit une cinquantaine d'un, une trentaine de l'autre, une vingt d'un troisième. Et en fait, c'est suite à une discussion avec mes enfants, j'ai pris connaissance de la violence des cours de récréation, euh, notamment à l'école primaire. C'était plutôt mon fils. Ma fille en secondaire, ça allait déjà mieux. Mais en primaire, la violence dans les cours de récréation, et puis le système tel qu'il était mis en place, des personnes qui viennent surveiller la cour, mais qui ne sont pas formées pour, qui émanent même du CPS, qui viennent aussi pour conserver des fois le chômage, et qui viennent avec de plein de bonne volonté, mais qui ne sont pas outillés pour, et qui donc appliquent parfois des punitions qui sont dignes d'il y a un siècle, quoi, ou du Moyen Âge. Et puis cette violence qui n'est pas gérée, le fait qu'on travaille justement pas de manière factuelle, qu'on écoute les dires de chacun. Et j'étais assez choqué par rapport à ça. Et je me suis dit, c'est le moment. Je suis monté, je me souviens, c'était un vendredi, je suis monté et j'ai posé les premières lignes. Je ne pensais pas que ça allait être un roman. En fait, au début, c'était surtout pour soulager un petit peu ma colère, ma frustration de ne pas pouvoir finalement agir. Voilà, agir par rapport à ça et d'être obligé de déposer mon gamin. Vous savez, quand on a un enfant, pour celles et ceux qui ont des enfants, quand on les dépose à l'école, on attend que l'école fasse son job, quoi, et les protège. Or, malheureusement, c'est pas toujours le cas et ce n'est pas imputable à une personne, c'est encore une fois imputable à un système qui amène des difficultés, des profs avec des heures surchargées, des horaires de dingue, des personnes qui sont pas aptes à surveiller des cours de récréation et ainsi de suite. Donc, je jette certainement pas la pierre. Encore une fois, c'est un constat. C'est un constat et c'est un constat qui m'est propre. Si dans l'école de vos enfants tout se passe bien, tant mieux, c'est cool. Mais en tout cas, à cette époque-là, il y avait des difficultés et qui étaient soulignées par l'école. On a fait des réunions, etc. par rapport à ça. Et je me suis dit, mais voilà, je suis papa, j'ai travaillé pendant des années dans le secteur, donc je sais comment aller aussi trouver les instituts, ou les enseignants, ou la direction, ou les éducateurs, ou le PMS, ou les psychologues, et ainsi de suite, parce que je suis formé. Et ma question a été, mais ok, imaginons que ça se passe dans une famille dans laquelle la facilité de communication ben, n'est pas là, quoi. Donc, ces personnes ne sont pas capables, ne sont pas outillées pour. Et encore une fois, on ne parle pas de couche sociale, ça touche toutes les couches sociales. Dans l'histoire, on ne va pas dire il est comptable, hein, c'est pas, voilà, c'est pas une personne qui est dans une précarité ou que sais-je. Ça, c'est encore une fausse idée. Le harcèlement touche toutes les couches sociales. Et peu importe la race, le sexe, ça touche tout le monde. Et donc, oui, voilà, c'est dans cette logique-là que j'ai écrit. Cette question a été, OK, moi je suis là, dès qu'il y a un problème, je vais en parler, on gère ça avec l'école, mais imaginons que ça arrive dans une famille, voilà, où il y a pas cette communication avec les écoles, avec l'école, et donc on est parti là-dessus. C'est comme ça que j'ai commencé. Alors les livres, ils peuvent être de merveilleux outils pour faire passer des messages. Alors au-delà du divertissement, parce que tu en parlais, tu fais avant tout des livres pour faire passer de bons moments aux gens qui te lisent. Euh, Était-ce ton but avec Tout ira mal, d'avoir un message au-delà du divertissement? Que voulais-tu dire au lecteur avec ce roman? Alors, donc je voulais juste simplement, montrer une certaine réalité, montrer mon point de vue par rapport à cette réalité-là, et, euh, et surtout aussi amener des pistes de solutions, des réponses à la fin, donc notamment à mes associations dont j'ai parlé tout à l'heure. J'ai aucune autre prétention. Voilà. D'habitude, je divertis.
Mais là, je me dis, tiens, je vais divertir sur un sujet de société, et si ça peut accompagner, euh, mieux comprendre le phénomène de harcèlement, l'idée vraiment, est vraiment de pouvoir poser un débat, voilà, engager un débat, une discussion. Vous savez, les questions fermées auxquelles on répond par oui ou par non, ça ne m'intéresse pas des masses. Donc ici, c'est pas dire est-ce que c'est bien le harcèlement, oui, bien, pas bien. C'est pas ça, c'est plutôt que pensez-vous de cette situation, l'avez-vous déjà vécu, comment auriez-vous réagi par rapport à ça, et comment est-ce qu'on peut faire avancer les choses. Et j'ai Fanchon, bonsoir Fanchon, qui me demande si le livre pourrait être présenté dans les écoles pour sensibiliser les jeunes. Et bien justement, il y a une référente pédagogique qui, pour l'instant, écrit un dossier pédagogique. Elle est en train de rédiger un dossier pédagogique pour justement être utilisé, exploité au niveau des écoles. Maintenant, dans le bouquin, il y a quand même de la violence. Donc, il n'y a pas de sexe, il y a pas de rapport au sexe, mais il y a quand même de la violence. On se pose aussi la question de savoir voilà, à partir de quel âge on pourrait lire ce bouquin, en tout cas au niveau des écoles. Et il semblerait que allez, le 16-17 ans se profile, nom, voilà, l'âge de 16-17 ans se profile. Donc voilà, s'il peut être exploité, s'il peut créer des discussions au sein des écoles, pourquoi pas, c'est super. Mais voilà, l'intention première était surtout de mettre en éclairage, de mettre en lumière un problème de société qui ne date pas d'hier et d'y réfléchir ensemble, tout simplement. Alors ce livre, Salut Clarence. il a été, oui, tout le monde arrive, quelle merveilleuse idée. Je vais essayer de guider Bien. Nathalie dans 2 petites secondes, le temps que tu répondes à la prochaine question. Le livre, si je ne me trompe pas, mais tu me corriges si c'est une erreur, je pense qu'il a été écrit assez rapidement, en quelques mois, 2 ou 3, je pense. Est-ce que c'est bien correct? Et est-ce que ça coulait de source quand tu es monté, comme tu disais, dans ton bureau, que tu t'es dit, il faut que j'écrive, que j'évacue certaines choses? Tout a été relativement vite. Euh, Est-ce que tout coulait de source? Est-ce que ça t'a surpris par rapport à tes précédents livres, donc La Porte et Chantage? Est-ce que ça a été différent pour celui-là? Alors oui, ça a été différent, mais d'abord, oui, ça a été différent, c'est sûr, c'est sûr. Maintenant, il faut savoir que j'avais l'expérience des 2 premiers bouquins, et en bossant avec la maison d'édition, j'ai appris le métier, c'est-à-dire que quand mon premier, en fait, quand Chantage est arrivé, le manuscrit sur la table, correcteur de la maison d'édition, j'avais 226 pages à 4, et lorsque je l'ai retravaillé après, il y en avait plus que 155, c'est-à-dire qu'il y avait des lourdeurs, des longueurs, etc. Donc, quand j'ai envoyé la porte par la suite, j'ai eu beaucoup moins de, voilà, de notes à faire, etc. Et donc, j'ai appris le métier. Ça veut dire qu'on apprend aussi les ficelles, on commence à comprendre un petit peu comment travailler, comment bosser. Et en effet, ce livre, je l'ai écrit en 3 mois, 3 mois et demi, plus ou moins. Et ça a été une évidence d'une part, parce que c'est un livre qui a été très, pas difficile à écrire, mais il a nécessité, il a mobilisé beaucoup d'énergie. C'est-à-dire que c'est un livre qui était très prenant à écrire. Je me suis retrouvé à pleurer parfois en écrivant des livres, en lisant ce que j'avais écrit, parce que ça touche à des enfants. Je suis papa, donc je m'identifie à ce que j'écrivais, malgré tout, même si c'était des faits qui avaient été vécus par d'autres personnes, et que je connaissais parfois que très peu ou pas du tout. Et donc, c'est un livre que j'ai écrit très rapidement, 3 mois et demi. J'aurais pas pu prendre plus de temps, je pense. Et, voilà, puis ça coulait, comme tu dis, ça coulait de source, c'est-à-dire que l'histoire était là. Il faut savoir que quand j'écris, en tout cas au niveau des livres, pas des scénarios, mais des bouquins, j'ai souvent un point de départ, et puis je me laisse aller, j'ai quelques balises. Parfois j'ai une fin, j'ai déjà une fin, donc je vais dans la fin, parfois elle arrive en cours, mais voilà, l'idée c'est vraiment pouvoir se laisser emporter. Stephen King, il y a une belle phrase là-dessus, qui expliquait que comme quand lui, il ne savait pas la fin, ben, personne ne pouvait la découvrir. Enfin, voilà, donc, c'est une bonne idée. J'ai jamais employé. Par contre, j'adore les fins qui claquent. Je prendrais des exemples de films comme Seven, comme Usual Suspect, pour celles et ceux qui l'ont vu. Ça, c'est énorme. Ce sont des fins où à la fin, on dit waouh, ça nous tombe sur la tronche ce qui s'est passé. Et ça, c'est le genre de choses que j'adore. Donc, j'espère en tout cas que dans le team, vous aurez ce même sentiment. Je l'espère. Parce que on a bossé de la même manière. Il y a une fin un peu particulière. Oui, le bouquin a été écrit assez rapidement. Mais je pense que c'est d'une part aussi dû au fait que j'écris de plus en plus. Et d'autre part que ce questionnement, cette thématique me tenait beaucoup à cœur. J'avais vraiment bien bossé, j'avais bien étudié le sujet avant, et donc ça arrive tout seul. Alors vous voyez que j'ai collé le lien vers
Les mots de Tom, le lien vers la page Facebook, oui. Je ne recule devant aucun sacrifice, j'ai des effets spéciaux, vous n'imaginez même pas. Je vous laisse évidemment, vous pourrez aller voir tout ça. Pour terminer cette question qui débotte, parce que, et c'est incroyable, que le temps passe vite quand on t'écoute, cher ami. Euh, Qu'aimerais-tu que tes lecteurs retiennent de cette lecture? Est-ce que tu as déjà eu des retours? Puisque le livre est sorti fin novembre, on est quelques jours plus tard. Est-ce que tu as déjà eu des retours de ce roman? Oui, j'en ai déjà eu. Il faut savoir qu'avec ce super virus, bah, tout fonctionne au ralenti. Donc, on est distribué par Hachette Distribution et qui bosse ici en Belgique avec Dilibel. Enfin, ce sont des termes techniques, mais alors, ils sont en retard par rapport à la distribution. Donc, les bouquins arrivent et j'ai déjà des premiers retours, dont un qui m'a profondément touché parce que la personne qui l'a lu a été victime de harcèlement scolaire, justement. Et donc, cette personne, j'ai eu l'occasion de parler un peu via Messenger avec elle. Donc voilà, pour elle en tout cas, il y avait cette nuance que je recherchais. Elle a retrouvé pas mal d'éléments de son vécu dans les lignes. C'était pas facile à lire pour elle, m'a-t-elle dit, parce que ça fait ressurgir des émotions compliquées. Mais à côté de ça, voilà, elle était contente de voir, de voir qu'on mette en avant le sujet. Et elle m'a raconté qu'elle a été super aussi impactée par rapport à tout ça. Salut Sophie, tu vas bien? Et bon, voilà, elle a été hyper impactée par ce problème, ces difficultés. Et donc c'est chouette, voilà, pour revenir sur celui-là, en tout cas, qui a été. Ce qui m'intéresse vraiment, tous les retours m'intéressent évidemment, mais je suis d'autant plus voilà, stressé à l'idée de recevoir les témoignages de personnes qui ont été victimes de harcèlement. Donc, si j'ai retranscrit de bonne manière, en tout cas, cette thématique et cette réalité. Eh bien, bonsoir Sophie, tu es maintenant au bon endroit, je te confirme. Je vous propose, parce que comme je vous le disais, le temps file, de passer à la boîte blanche. Alors pour les gens qui découvrent nos soirées, que ce soit ici sur Discord ou sur YouTube, eh bien c'est comme une carte blanche, mais dans la boîte. Notre invité a donc totale liberté pendant quelques minutes. Je ne sais pas si je fais bien, mais j'adore ça. Samuel, Samuel, je ne sais pas du tout ce que tu as prévu et je te confie la salle avec le plus grand plaisir. Et alors, non, mais alors ce qui se passe, c'est qu'au départ, j'avais plein de questions philosophiques, plein de trucs et tout. Je me suis dit, bon, c'est quand même pas une période qui est très, très agréable. On est déjà là à se faire chier tous chez soi. On allume la télé, on ne parle que de trucs qui déconnent, qui ne fonctionnent pas. Bon, moi, j'avais une question à poser, en fait. C'était, êtes-vous plus série télé ou film ou cinéma? Parce qu'en fait, je m'aperçois qu'on est dans un monde en totale mutation depuis quelques années, avec les plateformes telles que Netflix, Amazon et autres qui débarquent. Et de plus en plus, en fait, les séries télévisées prennent le dessus, en fait, prennent le devant. Et voilà, c'est une réflexion que je voulais avoir avec vous, pour un petit peu, selon vous, vous êtes plus série télé ou film? Euh, voilà, parce que le débat commence voilà, à monter pour l'instant, notamment, voilà, au lit du cinéma, j'ai plus de télé. Ben, c'est très bien, c'est très chouette. Et c'est vrai qu'on se retrouve quand même bloqué. Enfin, voilà, moi, je suis un peu des deux, là. Je suis un peu ambivalent, donc j'aime le cinéma, mais il y a des séries qui m'attirent aussi. Il y a parfois des séries qui tirent en longueur, je ne sais pas ce que vous en pensez par rapport à ça, mais voilà. Perso, je suis un peu mitigé. C'est vrai qu'il y a tellement de séries maintenant, des fois j'allume, je ne sais plus quoi regarder, et je sais plus voir. Ouais, voilà, Marie-Lou, tu dis que certaines séries sont trop longues, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Des fois, ça tire en longueur, et puis j'ai l'impression qu'ils veulent faire plus du pognon qu'autre chose, et en fait, bah alors, bon, selon moi, euh, c'est mon avis. Quand on prend un film, on va dire, ça dure plus ou moins, on va dire 100 minutes. C'est déjà un bon film. Bon, ouais, 100 minutes, c'est déjà un bon film. Or, une série, en moyenne, c'est 52 minutes par épisode, il y en a un minimum 6. Donc, on va dire que ça fait pas loin de 350-400 minutes. Donc, un film 100 minutes et une série, c'est, on va dire, 4 fois plus parfois. Et je pense, ouais, je pense aussi que parfois, quand on voit un livre qui est adapté au cinéma, on se dit, ouais, mais attends, par rapport au bouquin, c'est un peu juste, c'est un peu court, quoi. Parce que justement, le format cinéma est assez cadrant. Par contre, le format série, c'est hyper long. Et parfois, je trouve aussi qu'on tire en longueur sur certaines choses. Euh,
Et donc, d'où la difficulté, je pense, de faire une bonne série. Moi, j'ai vu La Servante écarlate, je ne sais pas si vous avez vu, je trouve assez sympa. J'ai vu Dark. Dark, pour moi, ça a été une grosse claque dans la tronche. Maintenant, il faut aimer ce qui est un peu bon, parallèle et science, voilà, etc. Mais j'ai trouvé ça assez génial. Euh, voilà, mais comme dit Moloko, pareil, je trouve que voilà, on perd une partie de l'histoire parce que je pense que le format film, justement, est trop court, en fait. Il faudra un film de 2 heures et demie. Et souvent, par contre, des bouquins qui sont adaptés en série télé, j'en ai vu quelques-uns et je trouve qu'ils sont vraiment chouettes. Parce qu'à mon avis, il y a, ils prennent le temps à ce moment-là de pouvoir poser l'intrigue et de pouvoir poser. Ouais, Dark, c'est. Nathalie, Dark, c'est grandiose. Ouais, wow, ça a été, pour moi, c'est la série, quoi. Il faut regarder une, c'est celle-là. Maintenant, il faut être accroché. Et je conseillerais de la regarder d'une traite, les 3 saisons d'une traite, parce que avec leur pause de plusieurs mois, à chaque fois, on va se replonger dedans. Avec mon épouse, les enfants, la famille, on avait les plans et tout. Enfin, c'était énorme. C'était énorme. Ça nous retourne le cerveau, quoi. Et donc voilà. Donc par exemple, une série comme Dark, génial. Et je pense que les scénaristes se sont vraiment. Mais rien que le sujet déjà de Dark nécessite 3 saisons et peut être exploité. Donc voilà, je trouve que voilà, entre le cinéma et la série télé, mon cœur balance. Il y a des super films qui sortent encore maintenant. Euh, mais d'un autre côté, les séries prennent de plus en plus. En fait, il y a l'aspect un peu chronophage d'une série. Il y a l'aspect un peu consommation. Et comme le disait qui s'entraînait à l'hôpital, je pense que j'ai vu passer ça. Ben oui, c'est Moloko. Moloko, Voilà, oui. moi aussi, quand je m'entraîne, en fait, je m'entraîne beaucoup. J'adore le sport, je fais beaucoup de sport. Je m'entraîne aussi beaucoup chez moi. Et donc, la série télé, c'est quand je suis à la maison. En fait, je mets Netflix et je m'entraîne. Donc voilà. Donc, c'est c'est un autre registre. Donc, voilà, je trouve voilà, qu'il y a à boire et à manger. Maintenant, ce qui est génial avec les séries télé, je pense, c'est qu'on est un peu l'Eldorado. Netflix vient de débarquer avec les autres plateformes et on est au balbutiement des séries. Il faut savoir qu'il y a des théories, qu'il y a des formations qui se donnent pour devenir scénariste. Il y a des théories, il y a des bouquins qui sortent là-dessus, euh, pour justement spécifiques à la série télé. D'ailleurs, on est spécifique par rapport au Murder, par rapport au Love, par rapport à plein de choses. C'est c'est assez génial. Mais je pense que voilà, dans les années à venir, on va accueillir des séries de plus en plus pointues, de plus en plus précises, de plus en plus complexes, simplement parce que ça ramène du pognon. C'est le nerf de la guerre, hein, et que des gens le consomment. Et donc, ils vont avoir les moyens, ils vont se donner les moyens, ils vont payer pour. Et je pense que des gens vont arriver. C'est comme tout art, hein, c'est pas nous. Pour moi, les séries TV, ça va devenir, je pense, un art à part entière dans les années à venir, avec ses codes, avec ses rituels, avec ses fans, tout ce que ça engendre. C'est chouette de savoir. Mais bon, c'est bien, le cinéma garde quand même, a quand même la cote, quoi. Et donc C'est- vous voyez le petit sondage parce que je suis hyper réactif. Tu m'avais pas prévenu, méchant. Non mais voilà, donc dans la Ah oui, salle, les mythes dans la puissants. salle, il y a Bah, match. Il y a pas une distance d'1,50 m entre les personnes qui préfèrent les films voilà, et les séries on télé. s'est embarqué. C'est très 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 proche et ça penche légèrement vers les films. Mais écoute, c'est une très belle boîte blanche et d'autant plus qu'elle me fait une transition du feu de Dieu pour la suite de notre émission. Je vous propose d'entrer sans plus attendre dans la boîte de Pandore. Alors, de nouveau pour les personnes qui découvrent nos soirées, le temps restant sera consacré à toutes vos questions, de manière plus ou moins chaotique, vu que c'est moi qui manœuvre. Vous, on ne se refait pas, qu'est-ce que vous voulez. Donc si vous êtes sur Discord, n'hésitez pas à écrire dans la chatroom vos questions sur, par exemple, tout ce que Samuel a expliqué. Il a déjà dit pas mal de choses. Et je m'accorde la première le temps que vous puissiez le faire. Eh bien, tu as annoncé, il y a quelques semaines maintenant, que tu entamais avec un compagnon de jeu un projet d'écriture d'une série du genre Murder Mystery, 100% belge avec la RTBF en tant que scénariste. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ça consiste en quoi? Pourquoi est-ce que tu t'es lancé dans cette aventure? Vous en êtes où? Et quelles sont les prochaines étapes? Enfin, j'ai plein de questions là-dessus et je pense que les gens qui nous écoutent aussi. Alors, en fait, c'est arrivé par hasard, ce projet est arrivé par hasard. C'est un copain, Thomas Youngblood, qui a vu passer un appel à projet de la RTBF. Ils ont lancé un appel à projet pour créer, réaliser, écrire de nouvelles séries pour la RTBF, Murder, dans la lignée de La Trêve, Une République, T42, ce genre d'ambiance.
Et donc, on a rempli. Il avait une idée de base. Il est venu me trouver en me disant, tiens, j'ai une idée de base. Il lit mes bouquins, il aime bien ce que j'écris. Il s'est dit, tiens, est-ce que ça t'intéresse qu'on participe à ce projet? Donc, j'ai dit OK avec lui et j'ai répondu avec lui au questionnaire. On a développé l'histoire. Donc, on a commencé à travailler. Il a vraiment une idée assez basique. On l'a développé de plus en plus pour en faire vraiment un traitement. C'est-à-dire un traitement, c'est un résumé d'un premier épisode. Et on a participé à cet appel à projet et on a été repris. On est 5 projets, je pense qu'il y avait 120, 130 projets. On a été repris avec 4 autres et on a été engagé en fait par la RTBF et depuis le mois de septembre, mon boss, voilà, super, fière réactivité, Fred, nous voilà avec mon compagnon masqué à la RTBF. Et donc on a été engagé par la RTBF avec 4 autres équipes pour écrire un murder. Alors ce qui est assez marrant, comme on est entre nous, on peut en parler, c'est que nous on fait un peu office d'ovni dans cette aventure parce que dans les 4 autres groupes, il n'y a que des professionnels du métier, réalisateurs, scénaristes, directeurs de casting, euh, qui cumulent en étant aussi acteurs, qui ont participé à plein de projets. Ils ont des CV longs comme mon bras. Puis nous, on a débarqué dans cette aventure. Thomas, lui, a fait des études de cinéma, mais pendant de nombreuses années a été musicien professionnel. Il jouait pour le groupe Saint-André et le groupe Geronimo. Et puis bon, voilà, la famille l'a rappelé à lui, il s'est casé, il s'est posé, et cette envie de faire du cinéma est revenue. Et donc, je bosse depuis quelques mois sur ce projet. Alors, c'est un super projet, dans le sens où ben, on est, justement, comme j'explique, on n'est pas du tout du métier. Donc, on a dû apprendre le métier vraiment sur le tas. Et en même temps, comme ça fait partie des fonds Restart de la RTBF, on a une formation continue. Les 5 équipes ont une formation continue, c'est-à-dire qu'on est encadré par ce qu'ils appellent, ils ont un terme très technique et très, voilà, c'est très anglais, hein, l'anglicisme. Donc c'est le script doctor, c'est le scénariste en chef qui nous chapeaute. On a chaque semaine des scénaristes confirmés. On a eu par exemple le scénariste d'Octoberfest, c'est une série Netflix qui est assez chouette sur l'histoire de la fête d'octobre de la bière en Allemagne. Et chaque semaine, on a un scénariste européen qui vient et qui nous accompagne sur le projet, qui vient nous conseiller par rapport au projet, par rapport à tout ce qu'on a à faire. Donc il faut savoir que ça n'a rien à voir avec le bouquin, en fait. L'écriture scénaristique, elle, c'est hyper codifié. Il y a des règles à respecter, il y a des codes à respecter, il y a des ambiances à respecter. Tout ça pour pouvoir bénéficier aussi de fonds, parce que les fonds sont nécessaires. Donc, il faut respecter ces codes. Et donc, ça veut dire que dans un espace qui est plus restreint, un peu plus clos, peut-être, eh bien, on va apprendre à être créatif. Et c'est une super aventure. C'est assez génial. Et donc, là, où est-ce qu'on en est? Alors là, on termine le pilote, donc on termine l'écriture du premier épisode. La semaine prochaine, nous rencontrons les producteurs. Il faut savoir que la RTBF s'est inspirée en fait des modèles euh, de la Norvège, de Danemark, la Suède, pour justement mettre en place un plan de travail qui est complètement novateur, c'est-à-dire que dans les pays nordiques, ils travaillent de manière triangulaire, réalisateur, producteur, scénariste. Dans les pays latins, la tendance, c'est le scénariste écrit son scénario, le balance au réalisateur et au producteur, le scénariste se taille, le réalisateur fait tout ce qu'il veut, et puis le producteur met les sons. Donc ça, c'est un peu de manière très, très simplifiée, hein, de manière latine. Or, chez eux, c'est tout à fait l'inverse, c'est que le scénariste est appliqué tout au long du process, c'est-à-dire que du début à la fin de la série, il est présent, il a son mot à dire sur ce qui est réalisé, sur ce qui est fait. Je ne dis pas qu'on va suivre toujours ce qu'il dit, mais en tout cas, il a son mot à dire par rapport à ça. Et donc, il est impliqué dans le process pour ne pas justement qu'on perde l'ADN, la structure même de ce processus. Et dans ce cadre-là, nous avons même ce luxe de pouvoir discuter avec les producteurs, et s'il y en a plusieurs qui sont intéressés, on le saura jeudi, pouvoir choisir le producteur avec lequel on a plus d'affinité. Donc ça, c'est la prochaine étape. Et ensuite, ben, c'est la phase 2 qui est d'écrire les synopsis des 5 épisodes suivants. Pardon, il faut savoir que c'est un projet qui va s'étendre sur 6 épisodes de 52 minutes, et un murder, qui fait un meurtre, et qui va nécessiter justement tout ce travail de préparation. Donc voilà, par rapport au livre, c'est un monde différent. On en parlait justement avec Fred hier, parce que Fred aussi a des projets dans le sens, et c'est un monde complètement différent. Mais Il écoute, a fait un bouquin, si tu veux j'adore. boire, si tu veux boire une Dis-moi. gorgée, c'était ma prochaine question. Ah, et puis juste après, je prends celle de Oli. Bien évidemment, je l'ai vue. Euh,
Mais comme ça, je te donne le temps de boire une gorgée. Je suis sûr que tu as quelque chose de bon à côté. Je suis quasi sûr. Oui, ouais, Et super. comme tu le dis, hein, et j'enchaîne vraiment sur ce que tu étais en train de dire, la télévision et la littérature, c'est assez différent pour le dire gentiment, on le sait tous les deux. Je me demandais, très simplement, est-ce que tu t'amuses bien? Qu'est-ce qui te marque le plus quand tu compares ton travail sur un livre et le travail que tu dois faire sur cette série pour laquelle tu as été engagé? Qu'est-ce qui te marque le plus? Est-ce que tu t'amuses? C'est le plus important finalement. Alors, il faut savoir que je m'amuse, mais pas de la même manière. En fait, c'est différent. Comment dire, être sur un projet d'une telle ampleur, en fait, c'est ça. Il faut savoir, un livre, bon, finalement, l'écrivain, l'auteur est là, il va écrire et puis il va le soumettre à une maison d'édition. S'il est déjà publié, ben voilà, passe en cours de lecture. Il y a un travail qui est fait. On va réfléchir un petit peu de quelle manière on va le mettre en lumière, travailler l'aspect commercial. Or, lorsqu'on écrit une série télévisée, on n'est pas seul. Ça va nécessiter un paquet de personnes, c'est-à-dire qu'il y a un pouvoir au niveau des fonds, il y a un pouvoir qui est octroyé au niveau de la réalisation, il y a un pouvoir qui est octroyé au niveau de l'écriture, il y a un pouvoir qui est octroyé au niveau après des castings, il y a un pouvoir qui est octroyé au niveau de tout ce qui est technique. Et donc, ça va brasser un paquet de personnes euh, autour de soi. Et donc, c'est différent. On ne peut pas se permettre, je pense, la même liberté, bon, déjà en termes de coût de fonctionnement, qu'avec un livre. Un livre, l'écrivain écrit, puis finalement, c'est une presse qui va fonctionner et en fonction des demandes, la presse va s'activer ou pas. Ça dépend un petit peu de la réussite du bouquin et de la vente du bouquin. Or, ici, avant même que la série ne sorte, ça va déjà mettre en branle un paquet de personnes. Beaucoup de monde vont bosser autour, enfin, va bosser autour et va vivre de ça. C'est-à-dire que c'est un métier à part entière. Euh, la RTBF, il faut savoir on en parle avec mon épouse, mais s'il faut 52 minutes, il faut savoir que la RTBF sort généralement les épisodes par deux, hein, sont des paires. Donc 6 épisodes, c'est 3 dimanches sur une année. C'est rien du tout, en fait, vous voyez. Donc c'est un travail énorme finalement pour combler des plages horaires de seulement 3 dimanches. Il y a des enjeux énormes qui sont derrière. Et donc, à partir du moment où j'ai compris ça, je me suis dit, OK, c'est bon, voilà, je sais dans quoi je joue. Je pense que dans tout, on est toujours là-dedans. Il faut connaître les règles du jeu. Avant de jouer, il faut connaître les règles du jeu. Après, tu peux le dire aussi, je pense, hein, que ce soit au niveau de l'édition, tu sors un bouquin, il faut connaître les règles. Euh, ben voilà, c'est pareil. Là-bas, on connaît les règles. Et donc, au début, ça a été un peu le grand écart pour moi, qui a l'habitude de bosser seul, d'être tranquille, etc. Où je me suis adapté. J'ai un co-auteur aussi. Thomas, c'est un pote, on se connaît depuis l'adolescence, on a fait du skate ensemble, on pratique les sports de combat ensemble. Mais même malgré tout, on a dû s'adapter l'un à l'autre. Maintenant, il faut savoir qu'on est assez conciliant et voilà, on est bien éduqués et, et très complémentaires. Et donc, on parvient vraiment voilà, à se coordonner et à se compléter. Et maintenant, ça roule. Maintenant, c'est génial. Tout à l'heure, j'ai une idée, je téléphone. Et je lui téléphone tout à l'heure, on a une idée, et c'est génial. Mais il faut savoir que ça fait sur plus ou moins un épisode de 52 minutes pour les scénaristes, parce on a les retours des différents protagonistes aussi. Ça prend plus ou moins 4-5 mois d'écriture quoi, pour un épisode. Donc c'est très lent finalement. On va bosser pendant des semaines sur 52 pages. Quoi. J'expliquais j'expliquais à Fréviès, si je prends le même temps pour mes bouquins, j'en écris trois, hein, sur le temps d'une saison, j'en écris trois ou quatre même, hein, sur le temps d'une saison, parce que c'est un vrai boulot. Non, c'est génial. Non, c'est génial parce que ça apprend la précision, ça apprend la patience, ça apprend le travail d'équipe. Et ouais, comme dit Nathalie, on se rend pas compte du travail, mais c'est vrai, je me rendais pas compte du travail. Et c'est marrant parce que je m'étais dit à un moment donné, quand on était en plein dans le boulot, je me suis dit, mais si j'avais su ça au début, en fait, je suis allé un peu à l'arrache. Mon pote est venu, on a dit, OK, on a bossé 15 jours à fond sur le dossier, on l'a envoyé. Et finalement, je me rendais pas compte euh, de l'implication et de l'engagement que ça demandait. Voilà, maintenant, je suis une personne, il faut que je suis engagé, je vais au bout. Et j'apprends énormément. Et ça, c'est énormément de travail, ça, en boulot. Et c'est vrai que j'ai un peu mis de côté depuis quelques mois l'aspect littéraire, mais c'est pour un mieux, parce que là, je sens mon réservoir de créativité littéraire qui est en train de gonfler, de gonfler, de gonfler, qui se nourrit en plus de l'expérience des, du murder, où il y a des codes, donc par rapport au conflit, par rapport à la gestion, par rapport aux lignes émotionnelles, par rapport aux lignes B, que je vais utiliser dans mes prochains bouquins. En plus, ça tombe bien parce il y a un flic dans le prochain. Donc, je vais utiliser tout ça pour justement arriver
à écrire d'autant, j'espère, d'autant mieux et avec encore plus de plaisir. Mais c'est complètement différent. Et c'est bien parce que c'est complémentaire, finalement. Tu es un écrivain, c'est un métier assez solitaire. Comme je suis je suis quelqu'un de solitaire, j'aime être seul. Aussi, voilà, avoir un minimum de contacts sociaux. Et c'est vrai que voilà, ça permet d'aller manger. Fred, toi, tu vas chez les concurrents, mais on peut manger à la cantine pour pas cher, hein. C'est cool, hein? On a des bons plats pour 1,50 €, boisson 3 €. Et donc voilà, donc, ouais, donc, plus sérieusement, ça me permet aussi de rencontrer pas mal de professionnels du milieu. Comme j'expliquais tout à l'heure, nous, on est vraiment les ovnis, on est les Liégeois à la capitale, hein, parce qu'ils viennent tous quasi de Bruxelles là-bas. Enfin, une de Louvain, je pense, une de Paris, une dame de Louvain, une dame de Paris, tout le monde vient de Bruxelles. Et voilà, on est un peu. Et tous, ils sont tous du métier, quoi. Donc c'est assez chouette pour nous d'être là. Et c'est assez. Ouais, c'est une bonne aventure. En plus, on est devenu leur mascotte. Voilà, on est devenu un peu la mascotte parce qu'ils voilà, on apprend d'eux, ils apprennent de nous aussi, donc c'est très enrichissant. Très enrichissant. Et Oli, tu me demandes Oui, si j'ai lu Raison obscure. Je pense que c'est un bouquin qui traite aussi de problèmes scolaires. Je ne l'ai pas lu. Je ne l'ai pas lu, mais je sais que c'est un bouquin qui m'a été renseigné. C'est Amélie. Antoine. Non, Antoine, bah, tu as mis Amélie Antoine, c'est ça. Voilà, c'est bien ça. Donc, je ne l'ai pas encore lu. Je ne sais pas si Fred, tu l'as lu. Pas du tout, Pas du tout. mais je Voilà, vais donc ça, me je n'ai. renseigner. Voilà, sur le harcèlement. Ok, merci. Je me semblais bien. J'avais entendu parler de ce livre, mais je ne l'ai pas encore lu. Donc, si tu me le conseilles, euh, j'en prendrai connaissance avec grand plaisir. Un grand plaisir. Parce que ça, il faut savoir que lire, par contre, c'est assez amusant. C'est comme j'écris un moins pour l'instant au niveau des romans, je lis de plus en plus. Si on raccroche en fait à la littérature, vous savez, c'est comme un doudou, en fait. C'est comme quand vous êtes petit, vous êtes loin de chez vos parents, vous voyez, puis vous avez un objet transitionnel pour vous rappeler d'où vous venez et où vous allez retourner après. Moi, je pense que c'est ça. J'écris des scénarios pour la RTBF, mais j'ai mes bouquins et j'ai ma Kobo, ma liseuse avec moi. Et je la lis tout le temps. C'est mon objet transitionnel. Ça me rappelle où je vais retourner après. Et écrire des histoires. Et Écrire l'histoire. Stephen King a une super. Je parle encore de lui, mais Stephen King a une super phrase pour raconter ça. On lui demande pourquoi vous devenez écrivain, quelle était votre motivation. Et il a dit un jour, mais en fait, moi, j'ai toujours adoré raconter des histoires. Et je me suis rendu compte que c'était encore plus cool quand il y avait des gens pour l'écouter. Et donc voilà, ça résume ma perception et ma motivation à écrire. J'adore raconter des histoires, écrire des histoires. C'est tellement mieux quand vous êtes là pour les lire et les écouter et puis en parler avec moi. Donc c'est vraiment top. Donc j'espère que j'ai répondu à ta question, en fait, par rapport à ça. C'est vraiment Mais écoute, je me dis que c'est ça, après ce grand écart. j'écouterai évidemment ce que les personnes qui nous écoutent ce soir disent, mais si ça vous intéresse, faites-moi signe. On peut évidemment faire une boîte sur les adaptations, sur le travail de scénario au niveau écriture. Il y a plein de choses à dire, effectivement. Euh, mais oui, tu as tout à fait répondu à ma question et à celle de Oli, donc c'est parfait. Je vous trouve timide hein, ce soir, je vous le dis, mais heureusement, j'ai prévu plein de questions mais c'est incroyable, le temps file. On va prolonger un tout petit peu parce que j'ai envie. Euh, Tu as écrit 3 livres, pour l'instant en tout cas, publiés, et c'est 3 fois chez Rebelle. Alors tu es du genre fidèle. Qu'est-ce qui te fait aimer cette maison d'édition? Et est-ce que tu veux nous parler brièvement de Chantage et La Porte pour les gens qui voudraient savoir ce que tu as écrit d'autre? Je vais mettre les couvertures pendant que tu en parles, bien évidemment. Bah alors, pour mon histoire avec Rebelle, elle est assez particulière parce en fait j'ai débarqué. Je suis arrivé dans le milieu littéraire sans avoir fait un seul salon du livre. J'étais un lecteur solitaire, quoi. C'est-à-dire que je lisais, j'allais à la fac, j'allais dans la librairie du coin, j'allais en vacances. Chercher un bouquin, et je lisais beaucoup, mais je n'avais pas je connaissais pas du tout l'univers du bouquin. Et c'est justement, voilà, Chantage, quand Chantage est sorti, j'ai débarqué à Mons pour la première fois, et là, ça a été une claque, une révélation, surtout dans ce monde où il y avait des groupes, les gens se connaissaient, ils venaient en bande, il y avait du fantasy où ils mettaient des goodies, et je me suis retrouvé dans un monde complètement, je connaissais pas, complètement dingue, quoi. Et Rebelle, au début, bon, il faut savoir qu'au moment où j'ai signé le contrat et où le bouquin est sorti, 23 mois sont écoulés, donc c'est quand même relativement long. Et pourquoi je suis resté chez Rebelle? Tout simplement parce qu'ils m'ont donné ma chance et parce qu'ils n'ont pas été tendres avec moi.
C'est un peu paradoxal, mais au départ, ils n'ont pas été tant. C'est-à-dire que quand Chantage est sorti, je me souviens encore, j'arrive en novembre là-bas et je vois qu'ils vont à Paris, qu'il y a un salon du livre à Paris. Ils vont au salon du livre. Et je dis, je vais voir le comptable, je dis, génial, on va à Paris. Et là, le comptable, très froid, me dit, mais toi, tu n'iras pas à Paris. Je dis, ah bon, pourquoi? Il me dit, parce qu'il n'y a que les gens qui vendent des bouquins, qui vendent bien des livres, qui vont à Paris. Et là, je me suis dit, j'ai commencé à prendre conscience, j'ai dit, OK, voilà, c'est un business, c'est un monde, c'est comme une société, tu commences par PDG, tu commences en bas de l'échelle, donc il va falloir juste faire tes preuves, ou en tout cas, voilà, montrer que ta passion est là et que tu es passionné. Et 2 mois plus tard, j'ai reçu un mail disant, mais tiens, finalement, tu vends bien, ça t'intéresse, Bruxelles, Paris? Donc, je me suis retrouvé à Paris en mars, mais pas aux heures d'affluence. Je me suis retrouvé genre le vendredi de 14 à 16, c'est-à-dire quand les cars scolaires arrivent, vous voyez, débarquent avec leurs chèques, parce qu'en France, ils ont des chèques culture, où les gosses viennent pour acheter avec leurs chèques culture. Mais bon, j'étais à Paris. Et finalement, Chantage a connu un certain succès, et j'ai proposé la porte. Ils m'ont dit OK pour la porte. Et la porte, mais voilà, on a continué le chemin. Et c'est malheureux, mais là, cette année à Paris, j'avais des dates qui étaient nettement meilleures. Et donc, ça veut dire que Rebelle me fait confiance progressivement. Et voilà, c'est pour ça que je suis resté, en tout cas chez eux, pour ce troisième bouquin encore. Maintenant, j'écris de plus en plus vite, donc je vais avoir de plus en plus de bouquins à sortir, ce qui signifie aussi que Rebelle, ils sortent 3 bouquins par mois. En moyenne, ils sont spécialisés aussi dans le fantasy, où ils ont des auteurs qui sont vraiment au top, qui ont des renommées internationales par rapport à ça. Et le thriller n'est qu'une partie quoi, chez eux. Donc, pour l'instant, en tout cas, je suis chez eux. C'est une maison qui est très chouette. Et il faut savoir aussi que le distributeur joue un rôle important dans les maisons d'édition. Donc, pour celles et ceux qui aimeraient peut-être un jour publier, ce qui est intéressant quand vous proposez une maison d'édition, regardez qui distribue les livres. C'est-à-dire que le plus important, c'est que vous soyez sur dans une officine ou pas, ou sur un rayon ou pas, c'est encore une autre étape. Mais comment on puisse commander votre livre partout, que ce soit en Belgique, en France, même en Suisse ou au Québec, que vous soyez dans une petite bourgade au fin fond des Ardennes, perdu à Knokke-le-Zout ou dans le fond de la France, et pouvoir commander un bouquin, c'est ce qui va faire aussi voilà, la force d'une maison d'édition. Et Rebelle, pour ça, ils ont une super distribution avec, j'en ai parlé tout à l'heure, j'ai oublié le nom. Et c'est vraiment ça donne une vraie visibilité. Donc c'est pour ça que je suis là, parce que finalement, ils m'ont fait confiance, et pas trop au début. Et puis maintenant, finalement, de plus en plus. Est-ce que tu peux en dire un peu plus sur l'histoire de Chantage et de la Porte, pour les gens qui ne savent pas du tout de quoi ça parle? Oui, bien sûr. En fait, Chantage, c'est un politicien. C'est un homme politique en fait qui va qui va quitter Bruxelles, qui va retourner dans sa ville natale pour espérer gonfler un peu son capital électoral, briguer le poste de bourgmestre, maire, et peut-être après avoir plus de fonctions au niveau politique, sur le plan politique. Mais très rapidement, il va se rapprocher. Enfin, il est marié, il a une fille, une femme, et très rapidement, il va se rapprocher de la compagne d'un de ses amis d'enfance. Et puis ensemble, ils vont franchir des limites qu'ils ne devaient pas dépasser. Et peu de temps après, il y a un inconnu qui va exercer sur lui un chantage vraiment abominable, qui va mettre en danger sa famille, un chantage d'ordre sexuel qui est assez dégueulasse. Et il va vraiment se retrouver dans une double contrainte, complètement coincé. Maintenant, je parle d'homme politique, mais il faut savoir que ce n'est pas du tout un bouquin politique. J'ai pris un homme politique parce qu'il fallait un homme d'image, une personnalité publique, voilà, qui risquait de perdre avec son image. C'est pour ça que j'ai pris un homme politique, parce que eux, on a toujours ce fantasme d'un politique qui est un peu asexué, voilà. Enfin, en tout cas, ils veulent se faire passer pour des gens, voilà, parfaits, sans défaut, etc. Alors, c'est pas du tout le cas. Je pense que les premiers politiciens qui vont se montrer plus humains vont rafler la mine. Et donc, dans cette histoire, il y a ce rapport-là, mais j'ai surtout interrogé l'influence des lobbies aussi sur la société. Voilà, c'est avant tout une histoire d'homme, de personne. Dans le second, La Porte, l'histoire de La Porte commence en fait sur une scène de crime. Il y a un inspecteur de police qui dresse un périmètre de sécurité devant une grande maison, une vieille grande maison de maître. Il est dans la cour avant et il se remémore en dressant le périmètre de sécurité ce qu'il avait à l'intérieur de la cuisine, un chandelier avec des bougies consumées, un couteau justement rouillé, taché de sang, un collier colson découpé sur le sol. Son hypothèse, c'est peut-être un crime rituel. Puis il se souvient du corridor, de traînées de sang. Son hypothèse, c'est que les corps ont été transportés, puis dans le salon, il y a un premier corps, gorge tranchée, des taches d'excréments sur le sol, taches blanchâtres, hypothèse peut-être sperme, est-ce qu'il y a peut-être eu un viol. Alors qu'il pense à tout cela, il y a
une voiture qui rentre dans la cour et qui brise comme ça le silence de cette nuit. Et c'est la police scientifique. Et puis, un flashback quelques mois plus tôt, une journée, l'avant-cour, la cour avant de cette même maison, il y a une voiture qui arrive et c'est Léo Verzari qui arrive avec sa compagne Naël, leur fils Martino. Et en fait, Léo, là, il quitte Paris. Ils viennent d'hériter de cette maison. C'est les grands-parents de cœur de Léo qui lui ont légué cette maison. Il a hérité. Donc, c'était des personnes chez qui il allait beaucoup parce que sa maman travaillait énormément collectif. Ses parents travaillaient beaucoup, etc. Et donc, il a toujours voulu vivre dans cette maison. Et quand il a hérité de cette baraque, il a vu là le moyen de changer de vie. Alors, Anaël, qui était une Parisienne très active, elle a accepté de le suivre un peu à contre-cœur, mais elle a dit, OK, c'est peut-être intéressant. Il m'a déjà porté dans des projets, donc je vais le porter aussi. Et pour le gamin, Martino, c'est la Cata et qui Paris, se retrouve en Bled pour lui, en province, et c'est pas top pour lui. Par contre, Léo, lui, il est aux anges. Il a toujours adoré cette maison et la pièce qu'il a toujours préférée dans cette maison, c'est la cave. Dans la cave, elle s'étend sous toute la maison. Elle est composée de vieilles voûtes en pierre sèche, de briques, de murs de briques inégales. Et un jour, en nettoyant cette cave, il va découvrir une porte cachée dans un mur. Et au moment où il ouvre cette porte, en fait, le comportement de tous les gens, les membres de la famille va changer. Je ne vous en dis pas plus. Ça traite aussi de la relation complexe entre un enfant et ses parents. Et ben voilà, Marie nous dit, la porte a changé ma vie, je me laisse tout ouvert. Ben, super. Ça veut dire que mon objectif est atteint. C'est chouette. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Mais c'est marrant parce que Marie-Lou, petite anecdote, lorsque j'écrivais là, on a déménagé depuis un an, il me fallait vraiment un bureau pour bosser. Et la maison dans laquelle on était première, voilà, il n'y avait pas de bureau, donc c'était un peu compliqué. Et donc dans cette maison, j'écrivais un peu partout. Donc j'écrivais donc même la nuit, puisque je suis insomniaque. Et je me souviens un jour, c'était 1 heure ou 2 du match, je dormais, mon épouse était à côté de moi, et j'ai écrit une scène. Toi qui l'as lu, c'est la scène, Martineau est dans le jardin et aperçoit la forme, une silhouette féminine à l'étage, au premier étage. Et cette scène, je l'ai écrite et j'ai vraiment flippé, j'ai vraiment eu peur. Et je me suis dit, mais imagine maintenant, il y a quelqu'un qui va passer cette porte, ou la porte de ma chambre, qui va arriver. Et là, j'ai fermé l'ordi portable, je l'ai déposé calmement par terre. Je me suis retourné dans la porte, j'ai fermé mes yeux, je dit, vas-y, endors-toi, endors-toi. Et j'ai dormi. Peut-être qu'en fait, voilà, me faire des frayeurs, ça me permet de dormir. Donc, oui, c'est un bouquin qui a. En fait, il y a une critique il n'y a pas longtemps sur Babelio, et où la dame expliquait, elle avait apprécié le bouquin, elle expliquait, c'était un des livres les plus noirs qu'elle ait lu. Ça m'a étonné, parce que je lis pas mal de livres quand même. J'aime les livres d'horreur. Voilà, pour elle, c'est un livre vraiment très noir, très, voilà, qui a son fond. Donc, bah, tant mieux, si l'objectif est atteint, tant mieux. Et ce qui est assez sympa aussi avec ce bouquin, c'est que j'ai eu pas mal de. Il y a des gens qui l'ont parodié, en fait, qui se sont mis avec une porte, avec des mains derrière, etc. Et qui ont tenté de reproduire, tu vois. Donc, ils mettaient vraiment les bras au bon endroit. Donc, il y avait parfois, ils avaient sollicité toute la famille, les parents, les enfants, enfin, que sais-je, c'était assez chouette. Ça avait été, ça a été une belle expérience. En tout cas, une belle expérience littéraire. Je me suis Je, éclaté en écrivant la porte. je me Et sens encore une fois, la porte je est me sens arrivée. visé, Je je me me suis sens dit, visé. tu écris un bouquin. Je n'étais pas du tout. Le thème, je me suis dit, mais est-ce que ça va marcher un thème pareil? Parce que c'est un peu, ça sort un peu des sentiers battus. Je me sens Voilà. Bah, complètement tant mieux. visé, Sam, parce que en fait, ça me fait rire. Facebook, qui dans son infinie sagesse m'a rappelé mes souvenirs de l'année dernière. Eh bien, écoute, pile à cette date-ci, je terminais la porte et j'étais en train de faire une photo parodie avec mes nounours et mon sapin de Noël. Donc, donc Ben je voilà, vois tu très vois, très bien comme quoi. de quoi tu, Comme de quoi quoi. tu parles. Écoutez, avant la conclusion, j'ai une dernière question parce que j'en ai envie. Tu réponds si tu as envie, toi, aucune obligation. Mais je trouve que c'est important quand on te croise en salon, et c'était mon cas la première fois, bah déjà c'est toujours un plaisir, ça je tiens à te le dire, parce que ça met tout de suite une bonne ambiance, hein. Les Liégeois ils sont comme ça je crois. Mais ce plaisir il est double, parce que quand on vient face à toi, on a un magnifique duo, tu n'es pas tout seul. Et, Pas tout ça. et je me posais cette bête question, et je connais plus ou moins la réponse, mais est-ce que tout ce qui t'arrive serait possible sans une certaine Marie, Julie, qui est dans la salle ce soir, et tellement Ah, 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 à tes côtés il faut parmi savoir, nous. il y a pas de bête question, il y a de bête réponse. J'espère que la mienne ne sera pas bête. Alors évidemment, il y a Marie qui est là, hein, Marie Gémeaux, sur le côté, qui est mon épouse et qui m'accompagne. Alors déjà, il faut savoir que si elle n'avait pas été là, je pense que je ne serais pas là non plus aujourd'hui publié.
Parce qu'il faut savoir, on parlait d'Albin Michel tout à l'heure. Pour moi, Albin Michel, c'était la maison d'édition dans laquelle je voulais aller. Et donc, à l'époque, j'avais envoyé à quelques maisons, mais c'était Albin Michel. Et j'ai eu la chance de passer des étapes chez Albin Michel avec Chantage. C'est-à-dire que j'ai reçu un call, et donc j'ai passé différents comités de lecture chez eux. Et puis j'ai reçu une très belle lettre quelques mois après, me disant qu'il fallait faire des choix difficiles, et que dans la collection, ils avaient déjà des auteurs de fantastique, et qu'ils allaient sortir, donc ils ne pouvaient pas se permettre d'eux. Et donc, ce jour-là, je me suis dit, oh, zut, c'est pas grave, je vais faire autre chose, etc. C'est Marie qui m'a dit, mais non, continue, regarde, ça peut aider, etc. Ça peut fonctionner, tu peux y arriver, tu peux le faire. Et donc, c'est là, je pense qu'on a trouvé directement Rebelle et on a passé les étapes et celle qui m'a aidé. Et alors, à côté de ça, évidemment, elle est tout le temps là au quotidien, enfin, elle est là avec moi quotidiennement. C'est-à-dire que non seulement elle est présente avec moi au niveau des salons, parce qu'il faut savoir qu'on a deux magnifiques enfants, et que quand j'ai vu la charge de travail que ça allait être, ben, je lui ai dit que je peux pas faire ça sans elle, quoi. Elle me dit, si c'est pour être tous les week-ends sur la route, sans toi et sans le petit, c'est pas possible. Donc, elle vient avec moi. Les enfants vont certainement m'emmener les prendre avec aussi, s'ils en ont envie. On dit, ça vient, on a un ado, il y a un ado et un pré-ado déjà à la maison, et s'ils ont envie. Et donc, oui, elle est là, et heureusement qu'elle est là. Donc, je répète, la base déjà, si elle n'avait pas été là, j'aurais arrêté à l'étape pour Elsa Michel, je n'aurais pas poursuivi. Et puis, elle est là au quotidien, c'est ma première lectrice, elle ne mâche pas ses mots. Donc, quand elle n'aime pas, elle n'aime pas. Quand elle aime, elle aime. Donc, je sais, je suis pas d'accord non plus toujours avec elle. Donc, je peux, euh, je peux ne pas suivre ses conseils aussi. Mais je sais en tout cas qu'ils sont toujours avisés et bienveillants. Et ça fait beaucoup de bien d'avoir une personne bienveillante à ses côtés, qui est là, on est une équipe, quoi, en fait. Une équipe, et, on bosse ensemble pour un même objectif qui est de s'épanouir. Et elle est là au quotidien, elle m'aide à répondre aux mails. Parce il faut savoir que c'est très énergivore, hein, comme activité. Il y a surtout quand les bouquins sortent comme ça à la chaîne, et ça crée pas mal ça crée beaucoup de, voilà, de réactions, de relations. Et donc on fait ça ensemble. Des fois, je suis en voiture, je passe mon téléphone, je dis vas-y, je parle et tu tapes et tu réponds pour moi. Ça peut être ça, ça peut être aussi le fait d'être avec moi au salon du livre, m'aider, quoi. Travailler, enfin, c'est plein de choses. Et puis, c'est du soutien quand il y a des jours où c'est un peu plus compliqué aussi, où tu pas envie, voilà, elle est aussi là pour mettre un coup de pied aux fesses quand il faut le faire. Donc voilà, je t'aime, ma chérie. Que tu m'entends, je aussi. Pour terminer Merci, avec une touche dis-moi. Oui. d'amour dans cette dans cette soirée, les 60 et des poussières minutes s'achèvent déjà. Euh, Ce que je vais faire, c'est ce que je fais chaque fois. Je vais évidemment te laisser le mot de la fin. Que souhaites-tu nous dire pour conclure cette très belle soirée en ta compagnie? Simplement qu'on vit des moments qui sont pas évidents. On arrive avec des fêtes compliquées. On manque cruellement de relations humaines, des secteurs peut-être que tu les as cités tout à l'heure, mais sont vraiment pas bien, sont mal pour l'instant. Voilà, je pense qu'il faut avoir une pensée pour avant tout. Et heureusement, enfin, en tout cas, pour moi, mais heureusement qu'on a la littérature pour nous évader, pour nous rassembler. Merci à toi, Fred, de créer des événements pareils. Parce que voilà, les journalistes, j'en parlais avec les journalistes là, il y a pas longtemps. Mais pour moi, les journalistes, les blogueurs, voilà, les personnes qui gèrent des plateformes comme toi, euh, les, les- les retours que vous faites, les chroniqueuses et chroniqueurs, enfin, tout ça, ça permet de faire vivre la littérature, ça nous permet d'être ensemble. Donc voilà, mon seul mot, c'est merci. Merci à vous.